vétérinaires, il y en a vraiment beaucoup, comme vous avez pu le voir. Et là, on va s'intéresser à celui plus spécifique de vétérinaires dans la recherche. Alors, concrètement, ça ne va pas vous étonner hein, quand on pense aux vétérinaires, l'image que l'on a immédiatement, c'est celui de clinicien. La recherche, ça correspond à un faible débouché hein, de la profession vétérinaire. Alors, je ne peux pas vous donner de chiffres exacts dans le sens où la démographie vétérinaire est avant tout étudiée à travers les inscriptions à l'ordre des vétérinaires. Donc, l'ordre des vétérinaires fournit régulièrement un paysage des vétérinaires en France, mais à travers ceux qui sont inscrits à l'ordre. Et il se trouve qu'en recherche, on n'a pas forcément besoin d'être inscrit à l'ordre, notamment tous les vétérinaires qui sont dans les écoles vétérinaires ont une dérogation pour exercer la médecine vétérinaire sans être inscrit à l'ordre. Et puis, quand on est dans la recherche dans un autre institut qu'une école vétérinaire, eh bien, on n'a pas forcément non plus besoin d'exercer la médecine vétérinaire, donc on n'est pas forcément inscrit à l'ordre. Donc, je ne peux pas vous donner exactement de chiffres, mais ce qui est sûr, c'est que tous les ans, il y a quelques pourcents de chaque promotion de diplômés donc, qui s'orientent en recherche. On va dire qu'il y a entre 5 et 10 étudiants à peu près chaque année qui s'orientent dans cette voie-là. Alors évidemment, ça veut dire que le pool de chercheurs en France est surtout alimenté par d'autres formations, en particulier la formation universitaire et la formation par les écoles normales supérieures, hein, qui là, pour le coup, ça correspond à un fort débouché pour eux de leur filière. Pour autant, on a une filière qui est vraiment tout à fait adaptée au fait de s'orienter vers la recherche. Et du coup, pour les étudiants qui s'orientent dans cette voie-là, il s'agit vraiment d'un choix par passion. Et on est à même derrière d'exercer des postes clés en recherche pure, mais également en enseignement-recherche, que ce soit en école vétérinaire, en université ou dans d'autres grandes écoles. Et puis, vous verrez qu'il y a une particularité des vétérinaires, c'est qu'ils peuvent accompagner la recherche pour accompagner la recherche animale, pour accompagner l'utilisation des animaux en recherche. Et donc, la très bonne nouvelle, si vous nous écoutez aujourd'hui, c'est qu'on a effectivement une filière qui est tout à fait pertinente pour intégrer la recherche ensuite. La recherche, vous avez probablement conscience qu'il y a différents pans hein, de recherche et les 3 grandes catégories, on va dire, c'est la recherche fondamentale, vraiment essayer de comprendre les mécanismes en jeu derrière une question biologique, la recherche appliquée, dans laquelle on va plus être tourné vers la recherche de traitement, d'application, d'outils diagnostiques, et puis la recherche clinique qui là s'applique pour nous vétérinaires, à la recherche de nouvelles prises en charge pour les animaux de compagnie ou de production. Alors, ce qu'il faut bien saisir, c'est qu'en fait, quand on intègre une école vétérinaire, eh bien, on est forcément immergé tout de suite dans la recherche, au moins de manière indirecte, par le fait tout simplement que tous les enseignants ont un pied dans la recherche. Et donc, leur culture, leur manière de réfléchir est très imprégnée par la recherche. En effet, donc, une très, très grande part de l'enseignement est réalisée par des enseignants-chercheurs, qu'ils soient maîtres de conférences ou professeurs. Et pour être enseignant-chercheur, eh bien, il faut avoir réalisé auparavant une thèse d'université, hein, qu'on appelle un PhD. Et puis, souvent, en plus, au cours de sa carrière, on complète ce premier diplôme par ce que l'on appelle une habilitation à diriger les recherches. Les cliniciens participent également à l'encadrement de l'apprentissage des étudiants et là aussi, les cliniciens ont une immersion en recherche. Beaucoup d'entre eux ont aussi réalisé un PhD ou un résidanat qui est une formation clinique d'excellence avec une part de recherche clinique. Et cet enseignement baigné par la recherche, c'est une obligation pour l'accréditation européenne des écoles vétérinaires. Donc ce n'est pas un luxe ou quelque chose en plus, non, ça fait vraiment partie du fonctionnement des écoles vétérinaires françaises.
On a un enseignement qui est structuré autour de 3 pôles d'enseignement, mais la recherche est également structurée dans l'école. Alors, pour Alfort, on a 2 pôles en particulier qui rassemblent beaucoup d'équipes et donc beaucoup d'enseignants-chercheurs, de chercheurs et de personnel associés au monde de la recherche. Un pôle, ça ne vous étonnera pas, sur les maladies animales, les zoonoses et le risque infectieux. Donc les zoonoses, ce sont les affections, les infections et les infestations que l'on partage entre animaux et humains. Et puis un autre gros pôle qui regroupe la physiopathologie et la thérapie du muscle, de l'appareil locomoteur et de la reproduction, avec là tout un continuum d'espèces étudiées. Il y a également des enseignants-chercheurs qui sont dans d'autres équipes à l'extérieur de l'ENVA. C'est le cas par exemple en éthologie ou en génétique du cheval. Et puis vous voyez qu'on a des partenariats très forts, des partenariats universitaires, en particulier avec Paris-Est, Créteil, qui est juste à côté de Maison Alfort, Université de Paris également, et puis 2 autres instituts de recherche, l'INRAE, évidemment, puisque l'INRAE est une composante agronomique, et évidemment, vous voyez la proximité avec le monde vétérinaire, et puis l'INSERM, Institut de recherche médicale français de pointe. On a également un partenariat très fort avec l'ANSES, qui est même sur le campus de l'école vétérinaire, donc dédié à la santé animale et la santé environnementale. Et au sein de l'école, la recherche est soutenue par 2 plateformes, la plateforme de recherche biomédicale et puis le Biopôle. Donc Biopôle pour toute une série d'analyses, et puis plateforme de recherche biomédicale pour permettre en particulier d'avoir des plateaux de chirurgie expérimentale. Quelques exemples, juste parce que on est malheureusement encore dans la pandémie de SARS-CoV-2, pour vous dire que typiquement le pôle d'infectiologie a été impliqué dès le démarrage de la pandémie pour participer à l'effort de compréhension de cette nouvelle pandémie. Il y a de longue date un pôle qui travaille sur les coronavirus, donc ce n'était pas une nouveauté à l'école vétérinaire, les coronavirus. Alors celui-ci spécifiquement, le SARS-CoV-2, oui, évidemment, mais donc on a pu tout de suite mettre des forces sur cette thématique-là. Donc vous voyez, dès mars 2020, professeur Sophie Lopoder était en mesure de donner quelques éléments de compréhension de ce nouveau coronavirus. Et puis vous voyez des publications associées sur premier séquençage de SARS-CoV-2 chez un chat infecté, ou l'étude de la transmission entre animaux de compagnie et humains, en l'occurrence des étudiants sur le campus d'Alfort. Vous voyez qu'on a une recherche active et vraiment à la pointe de l'actualité. Alors, pour les étudiants, au cours du cursus, il y a plusieurs rendez-vous pour découvrir la recherche. Alors, il y a ce que l'on appelle un café chercheur, qui malheureusement n'a pas eu lieu ces 2 dernières années, mais ce n'est que partie remise, au cours duquel, vous voyez, c'était avant le Covid et avant les masques, on pouvait rencontrer tous les étudiants de 2e année et échanger autour de nos thématiques de recherche, leur faire découvrir notre autre vie, celle du côté des laboratoires. Dans les unités de compétences d'enseignement, il y a à chaque fois un créneau pour une conférence recherche qui permet à un jeune chercheur de venir expliquer sa thématique de recherche dans le domaine qui a été étudié dans cette unité de compétences. Et puis en fin d'année civile, donc là au mois de décembre, ça va être à nouveau le cas, on organise une soirée recherche qui permet aux étudiants qui ont réalisé un stage en recherche de venir le présenter à l'ensemble des promos. C'est un moment très fort pour échanger autour de la recherche.
Vous avez évidemment l'opportunité tout au long du cursus à l'école de réaliser des stages. Donc ça peut être dans des équipes de l'école ou dans des équipes à l'extérieur. Et là, on est très nombreux à pouvoir vous guider en fonction des thématiques qui vous intéressent pour décrocher un stage dans un labo qui vous passionnera. Vous savez peut-être que chaque étudiant est accompagné par un enseignant qui est son tuteur tout au long de ses études. Et voilà, typiquement, le tuteur peut vous guider dans cette recherche de stage. Alors, je vous montre là la photo d'une ancienne étudiante, maintenant une jeune vétérinaire, Souela Benfried, qui était très intéressée par la virologie dès le début de ses études. Et eh bien, Souela a commencé par réaliser des stages dans l'équipe de virologie à l'école. Ensuite, elle a décroché un stage très prestigieux à l'université de Cornell aux États-Unis. Et puis ensuite, elle a enchaîné sur un M2 et puis une thèse d'université à l'Institut Pasteur en virologie. Et puis maintenant, elle a un poste de chercheuse à l'ANSES sur plusieurs affections virales. Justement, concernant ces programmes de recherche, il y en a en particulier deux euh, qui sont particulièrement intéressants et qui valorisent vraiment très bien un CV. Il y a le programme Cornell que je viens d'évoquer, et puis il y a le programme Boehringer-Ingelheim. Tous les deux sont aux États-Unis, donc ça permet aux étudiants sélectionnés d'aller réaliser 2 mois ou 3 mois de stage dans une université vétérinaire et de rencontrer plein d'autres vétérinaires intéressés par la recherche. Ça permet de vraiment bien lancer sa carrière. Alors là, vous voyez la promotion 2015 du BIVSP. On avait eu 2 alphoriens cette année-là. Vous voyez ici Nicolas Van Keneghem qui est maintenant en neurologie à l'école. Il réalise ce qu'on appelle un résidana. Donc, il est du côté de la recherche clinique. Et puis, à côté de lui, voilà, Olivier Postal, qui lui a enchaîné sur un PhD à l'Institut Pasteur en neurologie très fondamentale avec l'étude du cortex auditif. Et Lucie Michel, qui interviendra à la fin de cette présentation, a été sélectionnée, aurait dû aller cet été participer au programme du BIVSP, avait été sélectionnée l'an dernier. Et puis malheureusement, à cause du Covid, ce stage a été annulé, mais ce n'est que partie remise. Elle va viser le Cornell cette année. Alors, on poursuit dans le cursus. On peut ensuite, à la fin de ces études vétérinaires, réaliser une thèse vétérinaire plus expérimentale qu'une autre. Ça peut être à travers notamment une étude rétrospective. Donc, dans ce cas-là, on va ouvrir les dossiers cliniques qui sont à notre disposition sur une thématique d'intérêt et puis creuser, essayer de trouver des facteurs de risque pour une affection, de trouver des facteurs de susceptibilité. Ou alors, on peut réaliser un projet de recherche vraiment de novo, prospectif. Alors, je vous montre là 3 sujets de thèse qui ont été réalisés par des prédécesseurs et qui viennent d'obtenir un prix de thèse, en l'occurrence une belle médaille d'argent pour leur travail. Pardon, oui, pour vous indiquer que ces thèses expérimentales peuvent être là à nouveau dans les 3 domaines de la recherche fondamentale appliquée aux cliniques. Alors, je vous montre 3 exemples. Ici, une thématique consacrée aux animaux de compagnie. Vous voyez cette étude rétrospective en cardiologie chez le chien. Et puis, vous voyez ici une étude chez la vache avec une thématique d'hypocalcémie. Et puis ici, une thèse très fondamentale sur le fonctionnement de réseaux neuronaux chez l'humain, un petit modèle de primate et puis la souris. Vous voyez des thématiques extrêmement variées possibles. Et ensuite, une fois que l'on a son diplôme en poche, eh bien, on peut décider de participer en tant que tel à la recherche, que ce soit en tant que chercheur, enseignant-chercheur ou clinicien. Pour travailler dans le domaine public ou privé, dans le domaine public, ça va être en particulier dans les universités, dans les écoles vétérinaires ou dans d'autres établissements publics, typiquement INRAE, INSERM, CNRS.
Mais également dans le privé, en particulier dans l'industrie pharmaceutique, dans l'industrie du pet food, donc de l'alimentation des animaux, ou dans toutes sortes de biotech. Vous savez que c'est un domaine très très dynamique actuellement. On peut aussi décider d'être en accompagnement de la recherche. Ça peut s'accompagner d'un poste de chercheur, d'enseignant-chercheur, de clinicien, ou ça peut être un poste en propre, totalement dédié à cet accompagnement de la recherche. Et on parle de vétérinaire désigné. Ça signifie qu'on va avoir une activité qui sert à accompagner les chercheurs dans l'utilisation des animaux en recherche. Donc là, le gros enjeu, c'est de faire appliquer la réglementation qui est extrêmement lourde en matière de recherche animale, de veiller au bien-être des animaux, au respect des règles éthiques, veiller à l'hébergement, au statut sanitaire des animaux, à la bonne réalisation des protocoles expérimentaux, en particulier pour le grand domaine de l'analgésie, et puis la réalisation de soins aux animaux à chaque fois qu'il y en a besoin. Donc ça peut être un métier vraiment très intéressant, avec un petit pas de côté par rapport au fait d'être directement dans l'activité de recherche. Alors, le gros atout des vétérinaires dans la recherche, ça va être leur connaissance intégrée des organismes et de la physiopathologie comparée. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces termes? Dans l'aspect de connaissance intégrée, il y a vraiment l'idée que le vétérinaire va être à la première place pour aborder le fonctionnement d'un organisme vraiment dans son ensemble, avec tous les éléments de régulation nerveuse, de régulation endocrine et les interconnexions entre les différents organes. Au-delà de ça, il y a aussi la compréhension de l'animal dans son environnement. Environnement social avec ses congénères, environnement interspécifique avec les autres animaux, et puis vraiment environnement au sens le plus large avec toutes les composantes de l'environnement. Le vétérinaire a vraiment une connaissance très approfondie de toutes ces échelles-là, et évidemment du fonctionnement normal, mais aussi du fonctionnement pathologique. Et ça, il faut reconnaître qu'il n'y a que le vétérinaire qui a toute cette palette de compréhension des organismes. Au-delà de ça, les études vétérinaires forment un très très grand nombre de compétences, évidemment des compétences cliniques, mais des compétences également beaucoup plus larges en termes de capacité d'analyse biologique, d'analyse épidémiologique, de formation en biostatistique, etc., etc. Et on a une formation scientifique globalement de très haut niveau, qui nous permet d'intégrer vraiment tout l'éventail des domaines de la biologie animale. Donc, tout ça, ce sont des très grands atouts pour intégrer la recherche, et ça fait du vétérinaire vraiment un acteur clé de la dynamique One Health que vous avez peut-être croisé, qui est vraiment très développée ces dernières années, où on essaye de considérer la réconciliation de ces trois santé. La santé humaine, évidemment, mais également la santé animale et la santé de l'environnement. Et vraiment de trouver cette intersection vertueuse qui profite à tous. Et là, le vétérinaire a vraiment une place de choix dans cette dynamique. Que fait-on quand on se rend compte qu'on a envie de partir vers la recherche à la fin de ses études vétérinaires? Eh bien, il faut réaliser, dans l'immense majorité des cas, un Master 2, qui est vraiment la première étape de l'engagement en recherche, et puis poursuivre avec une thèse d'université. Ou alors, et rien n'empêche de faire les deux ensemble, c'est tout à fait possible, un peu difficile, mais possible. Ou alors, on se destine plus vers la recherche clinique, et dans ce cas-là, on peut s'engager vers un résidanat, donc cette formation d'excellence en clinique. Et puis, il y a une voie qui prédispose, on va dire, à continuer en recherche, c'est celle du concours
E. Vous avez peut-être déjà croisé cette voie et puis on va y revenir plus précisément dans quelques diapos avec Lucie qui est justement de cette voie-là. Le concours E, ce sont quelques places mais qui permettent de réaliser un double parcours ENS-ENV. Et la vocation de l'ENS, c'est vraiment d'amener à la recherche. Donc ce double parcours a vraiment été pensé pour aider des étudiants à intégrer la recherche en étant vraiment d'emblée dans ce cursus ENS. Mais évidemment, on n'a pas besoin d'avoir réalisé le concours E pour partir en recherche. Hein, d'accord ? On va dire que ça, c'est une voie qui prédestine vraiment à aller en recherche, mais on peut parfaitement aller en recherche à partir de toutes les autres voies d'intégration des ENV. Alors justement, je vous propose deux exemples de carrière en recherche. La mienne, et vous allez voir que ça fait déjà un moment que je suis dans cette voie-là, et puis ensuite celle de Lucie qui vous parlera évidemment un peu plus. Mon exemple va surtout servir à vous montrer que les enseignants que vous aurez devant vous, si vous intégrez une école vétérinaire ou une autre grande école, eh bien, ils ont eu une vie avant d'être enseignants et puis ils ont encore une double vie quand ils sont devant vous, la vie d'enseignant, mais également leur activité de recherche. Alors, vous voyez que voilà, j'ai intégré l'école vétérinaire d'Alfort il y a un moment, hein, ça fait 25 ans cette année. Donc j'étais à Place de Lucie à cette époque-là. Et puis, alors voilà, j'ai vraiment intégré avec l'idée d'être vétérinaire rural. Et puis, peu à peu, au cours de mes études, au cours des stages, eh bien, je suis tombée dans la marmite de la recherche et donc je me suis orientée vers un M2 à l'ENS de Paris à l'époque, juste à la fin de mes études vétérinaires. Alors vous allez voir que je suis partie très loin hein, de la thématique vache, je suis partie vers la drosophile parce que j'ai trouvé que c'était un système d'une puissance génétique et d'une puissance en biologie cellulaire extraordinaire. Je vous cacherai pas que c'était aussi parce que du point de vue éthique, je trouvais ça beaucoup plus facile que de travailler sur des mammifères. Donc j'avais trouvé un très très beau sujet de recherche sur une division asymétrique dans un système neurologique chez la drosophile. Et puis après, j'ai enchaîné à Marseille sur une thèse universitaire, toujours chez la drosophile, mais là je suis passée à l'embryon de drosophile et j'ai étudié un processus de morphogénèse épithéliale où en une heure, on forme un épithélium. Et ensuite, j'ai enchaîné sur un post-doctorat, à la fois à l'ENS Lyon et puis à Boston. Là, je suis venue à une thématique mammifère dans le sens où j'ai étudié une voie de signalisation, la voie de signalisation PI3K-mTOR, qui est celle du récepteur à l'insuline, mais en fait en utilisant la levure comme organisme modèle. Donc, vous voyez que tout en étant vétérinaire, j'ai laissé une grande place dans ma vie à des organismes non mammifères et non vertébrés. Et puis en 2008, j'ai intégré le NVA cette fois comme enseignante-chercheuse et je vais vous montrer dans un instant ma thématique de recherche actuelle. Et puis voilà, mon dernier diplôme, vous voyez qu'il date de 2013, c'est l'habilitation à diriger les recherches. Donc 18 ans après le bac, mais évidemment, il ne faut pas le voir comme ça. Hein. C'est toute une progression de carrière. C'est la même chose quand on est dans une industrie privée, par exemple. Hein, on est en permanence en train d'apprendre de nouvelles choses, d'acquérir de nouvelles compétences et de nouveaux postes. Et concrètement, hein, on commence à gagner sa vie ici, quand on est en début de PhD. Alors aujourd'hui, eh bien, je travaille sur un modèle de myopathie congénitale qui affecte l'être humain, mais également le chien. Et puis nous, on a transposé cette maladie à la souris pour pouvoir en comprendre les mécanismes. Vous voyez ici 6 familles qui sont décrites dans le monde comme étant affectées par cette myopathie. Alors, ce n'est pas une myopathie
très grave, hein, elle n'est pas mortelle en particulier. Simplement, les enfants présentent des faiblesses musculaires à divers degrés. Là, vous voyez que dans cette famille-là, c'est en particulier très visible au niveau de la face, avec une difficulté à ouvrir les yeux, ce qui n'est pas le cas dans cette famille ici. Et dans tous les cas, vous voyez un gros déficit en développement musculaire. Ce sont des enfants qu'on doit alimenter par une sonde à partir de leur naissance et puis qui acquièrent la marche très difficilement et concrètement qui ne peuvent pas courir, par exemple, hein. Donc, il y a plus grave en termes de myopathie, mais évidemment, si on pouvait trouver des traitements, ce serait vraiment formidable et on s'y attelle actuellement. Donc nous, on est ici à Alfort et vous voyez que cette maladie a été diagnostiquée chez des labradors au cours des années 90 et puis une équipe de l'école a découvert la mutation qui est responsable de cette maladie, ce qui a permis ensuite aux généticiens humains de trouver le gène responsable de la myopathie de ces enfants. Et donc maintenant, on développe un modèle de myopathie chez les souris qui présentent vraiment des grandes similitudes avec les chiens et les humains malades. Donc d'un côté, on essaye de comprendre les mécanismes de cette myopathie et puis de trouver des traitements, évidemment. Et d'un autre côté, on a fait une découverte assez originale. Il se trouve que le gène qui est muté ici est impliqué dans la synthèse d'acides gras particuliers, les acides gras les plus longs que l'on ait dans nos cellules, qui ont à partir de 18 carbone et plus. C'est la première fois qu'on relie cette voie de synthèse d'acides gras à très longue chaîne au fonctionnement musculaire. Et en étudiant les souris mutantes, on a fait une découverte particulièrement étonnante. On s'est rendu compte que les souris mutantes, donc knockout pour ce gène HACD1, quand on est nourri avec une nourriture normale, eh bien, elles restent toujours un petit peu plus basses en poids parce qu'elles ont moins de muscles. Mais si on les soumet à un régime riche en graisse, eh bien, les souris normales, wild type, vont beaucoup grossir, elles vont devenir obèses. C'est un régime fast-food, on va dire. Et ce n'est pas le cas des souris qui sont mutantes pour HACD1. Elles ne prennent presque pas de poids. Et donc, vous voyez, au bout de 2 mois, une souris wild-type est devenue obèse et ce n'est pas le cas de nos souris mutantes. Et comme on travaille vraiment sur un continuum de l'organisme jusqu'aux organites intracellulaires, eh bien, on est allé regarder la structure et le fonctionnement des mitochondries à l'intérieur des muscles de ces souris, parce que notre gène n'est exprimé que dans les muscles. Et on s'est rendu compte que ces mitochondries avaient des anomalies. Leurs crêtes ne sont pas formées correctement et leur fonctionnement énergétique n'est pas correct. Et donc, ces souris ont besoin de brûler beaucoup plus de substrat énergétique qu'une souris wild type pour arriver à synthétiser de l'ATP. Donc, à la fois, on travaille sur une myopathie congénitale qui est très rare, pour laquelle on cherche des traitements, et à la fois, on en arrive à la compréhension de mécanismes fondamentaux très originaux qui nous permettent de travailler en vue, peut-être un jour, d'aider à soigner les formes morbides d'obésité, pour essayer peut-être de faire perdre du poids par cette dysfonction mitochondriale très ponctuellement chez des personnes qui en auraient besoin pour arriver à ne plus être dans une situation d'obésité morbide. Voilà pour mon exemple. Je vais laisser la parole maintenant à Lucie. Alors, vous voyez que Lucie est encore en études, hein, elle est en A4 dans l'école et elle va vous montrer à quel point elle est déjà impliquée dans la recherche. Elle va vous expliquer ce qui la fait vibrer dans la recherche. Lucie. Alors déjà, est-ce que Super. vous m'entendez bien? Oui, C'est tout bon? c'est parfait. On te voit et on t'entend. Parfait. Donc, je vais vous présenter mon parcours à moi aussi. Donc, comme disait Madame Stork, moi, je suis encore étudiante à l'ENVA et je suis considérée également comme étudiante à l'ENS Paris-Saclay. Là, je suis considérée comme en 3e année, en fait, à l'ENS Paris-Saclay. Donc ça s'appelle, si jamais vous êtes intéressé par l'école, un parcours interface, où, en gros, c'est lié à la recherche, mais on
on va dire, une plus-value qui est différente de notre parcours de base. Donc, à la base, je suis du département de biologie et le fait de faire veto à côté, c'est considéré comme une interface. Voilà. Euh, ah, le diapo n'a pas l'air de... Si, voilà, c'est parfait. Donc, je vais vous présenter mon parcours. Il est un petit peu compliqué. C'est pas évident à comprendre comme double cursus. Ça peut vous rassurer, mes parents ne le comprennent toujours pas. Donc, j'ai commencé par le parcours classique, une BCPST à Montpellier, au lycée Joffre. Je l'ai faite en 2 ans, donc j'ai intégré en 3 ans et demi. En fait, il me semble que c'est encore le cas, c'est nécessaire pour pouvoir faire le double cursus, puisqu'on a le droit de passer le concours veto que 2 fois. Donc, en 3 ans et demi, donc en deuxième année, j'ai passé le concours A, donc de veto, et le concours ENS. J'ai eu les deux et j'ai intégré l'ENS, donc l'ENS Paris-Saclay, anciennement Cachan. On commence par une année de licence 3 de biologie santé. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et c'est pendant cette année-là que j'ai repassé le concours veto, mais cette fois-ci en concours E. Alors, c'est pas exactement le même type de concours. En fait, c'est un dossier avec une lettre de motivation et un oral dans lequel on présente notre envie, la raison pour laquelle on a envie de faire ce double cursus. Comme disait Madame Stork, il y a pas beaucoup de places. Je crois que c'est 6 places par an. Mais en même temps, on n'est pas beaucoup à le vouloir non plus. Quand moi j'ai intégré, on n'était que 4 à le vouloir. Donc en fait, il n'y a pas particulièrement de compétition. C'est même un petit peu une formalité. Et donc, à partir de là, je suis considérée comme étudiante veto, mais je reste à l'ENS. Et donc, en deuxième année à l'ENS, je fais un master, une première année de master cette fois-ci, également en biologie santé. Dans mon cas, je me suis spécialisée en physiopathologie et en neuro. Et en fait, c'est la spécificité, on va dire, du double cursus à l'ENS Paris-Saclay, c'est qu'on saute en quelque sorte la première année de veto et on doit la rattraper pendant l'été entre le M1 et la troisième année, de veto. Voilà, je ne vais pas vous cacher, c'est pas évident, hein, surtout avec le stage à côté, mais bon, voilà, on fait des choix, on apprend le plus important, c'est-à-dire l'anatomie, et, on s'en sort très bien. Enfin voilà, j'ai ma troisième année, qui était donc l'année dernière, elle s'est très bien passée. Comme vous le voyez, il y a 2 années de césure qui s'intercalent en ce qui concerne l'ENS Paris-Saclay. C'est en fait des années où on n'est pas payé. C'est aussi ça qui est sympa quand on intègre l'ENS, c'est qu'on est considéré comme fonctionnaire quand on intègre par concours. Et donc, on a un petit salaire de fonctionnaire. Et en fait, le fait de se rajouter des années veto à mon parcours, ça fait qu'ils considèrent ça comme des années de césure pendant lesquelles, en fait, je suis pas payée. Voilà. C'est toujours bon à préciser. Cette année, donc, je suis encore à veto, donc en A4, et considérée comme en troisième année à l'ENS. Et donc, l'année prochaine, je ferai le parcours classique, c'est de faire la A5, donc l'année clinique, qui est encore considérée comme une année de césure pour l'ENS. Et enfin, je ferai un master 2. Voilà, j'espère que ça a été clair. Et si jamais vous avez des questions après, n'hésitez pas, c'est vraiment pas évident. Voilà, ça s'est affiché. Donc voilà. Pour ce qui est de mes motivations pour faire de la recherche, en fait, à la base, au lycée, et même depuis avant, à la base, je voulais être vétérinaire. C'était vraiment un peu le rêve de gosse, on va dire, de toute personne qui aime bien les animaux et qui aime bien être en contact avec eux. Et donc, à la base, je suis partie en prépa avec l'idée de faire vétérinaire. Et je me suis rendu compte que la recherche me plaisait bien. En fait, je m'en suis rendu compte en prépa avec
les travaux d'initiative personnelle encadrée, les TIPE. C'est un peu comme les TPE si vous avez encore ça. Si vous avez encore ça au lycée, en fait, c'est un projet de recherche qu'on mène en des cours qu'on a et qu'on présente au concours à la fin de l'année. Et je l'avais fait, c'était déjà des projets que j'avais fait ça m'avait vraiment beaucoup plu. C'était vraiment une bouffée d'air frais à côté des cours très, très prenants de la prépa. Et c'est là que je me suis dit qu'en fait, faire du comportement et faire de la recherche, ça serait pas mal. Donc, j'ai passé les concours pour les ENS et j'ai été admise, mais uniquement à l'ENS Cachan, donc maintenant Paris-Saclay, qui est très spécialisé dans le moléculaire, en fait, et la neuro. Et c'est ça qui m'a fait hésiter parce que j'avais veto aussi et je me suis dit, mais est-ce que je préfère le côté de la recherche, vraiment le métier de la recherche, quitte à ne plus être trop en contact avec les animaux, puisque en moléculaire, c'est plutôt souvent de la paillasse, même si on peut être avec des souris, etc. Mais c'est vrai que c'était quelque chose qui me branchait un peu moins. Ou bien est-ce que je partais en veto, quitte à peut-être moins avoir cette spécialisation en recherche. Et en fait, un prof m'a parlé de la possibilité de faire ce double cursus. Donc du coup, j'ai préféré intégrer le NS parce que ça me permettait aussi en fait d'avoir 2 diplômes à la fin de mes études. Donc ça permet d'avoir un certain filet de sécurité si jamais je me rends compte que la recherche me plaît pas ou que je m'en sors pas. Ben, c'est plus facile de se réorienter quand on a un diplôme veto également. Donc, à la base, en intégrant, on revient pardon. À la base, en intégrant, l'ENS Paris-Saclay, donc comme je disais, elle était assez spécialisée en neuro et je me disais que, ben, je pouvais voir si le comportement, au niveau neurologique, donc vraiment très, très, très moléculaire et cellulaire, ça allait me plaire. Donc j'ai pris tous les cours de neuro possibles et je me suis rendu compte que ça me plaisait pas forcément tant que ça. Enfin, ça me plaisait, mais c'était pas ce qui me faisait le plus vibrer. Et donc, j'ai fait des stages à côté que je vous présenterai tout à l'heure, qui m'ont fait réaliser que c'était vraiment l'éthologie, donc vraiment le comportement animal, voir l'animal dans son comportement qui m'intéressait. Et en affinant, en faisant des petits stages donc en écologie, je me suis rendu compte que en fait, l'aspect environnemental me plaisait tout autant que l'aspect mental des animaux, c'est-à-dire euh, voir l'effet qu'a l'environnement sur le comportement des animaux. Donc là, ce que j'ai mis comme illustration, c'est pas au hasard, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est les milieux anthropisés, donc c'est-à-dire les milieux dans lesquels l'homme a eu un impact euh, et leur effet et voir comment, on va dire, les animaux s'adaptent. Alors, enfin, c'est un gros mot, mais voir comment les animaux s'adaptent à cet environnement. Moi, tout particulièrement, ce qui me plaît, c'est les oiseaux et notamment les corvidés et les rapaces. Et donc, c'est quelque chose qui m'intéresse. Voilà. Dans la diapo suivante, je vous présente les stages que j'ai faits pour l'instant. Donc, en L3, donc en première année de NS, j'ai fait un stage d'à peu près 2 mois en Écosse, où j'ai étudié alors, la possibilité d'une homogamie. J'étudiais deux sous-populations d'épinoches, donc c'est des petits poissons. Et j'étudiais la possibilité de voir s'ils allaient on va dire, se mélanger, ne former plus qu'une seule population, ou au contraire, si s'ils allaient très très diverger au point de faire quasiment 2 espèces différentes. Et j'étudiais ça au niveau des préférences des mâles et des femelles, voir si des mâles d'une sous-population préféraient un certain type de femelle pour voir si les sous-populations pouvaient se mélanger. Je vous présenterai les manipulations que j'ai faites à ce niveau-là tout à l'heure. En M1, donc en deuxième année de NS, j'ai fait un stage un petit peu plus court, mais en vrai, pas de beaucoup du fait du Covid. Et donc là, c'était sur des oiseaux. J'étais super contente. C'était en France, à cause du Covid également. Et donc là, ce que j'étudiais, c'était en fait le projet de ma tutrice également. C'était voir l'effet de la température d'incubation
sur plein d'aspects de développement des diamants mandarins. Donc, c'est les petits oiseaux qu'on voit à côté, c'est des petits oiseaux australiens, mignons comme tout. Et donc, c'était voir si le fait que les parents quittent souvent le nid et donc, du coup, ne couvrent plus l'œuf, ce qui fait que sa température baisse, si ça avait un effet sur le développement de l'oiseau, s'il se développait bien. Et moi, j'étudiais plutôt la partie comportementale, c'est-à-dire est-ce qu'ils avaient des traits de personnalité ou des stratégies de survie différentes selon la façon dont ils avaient été incubés. Voilà. Donc, en troisième année de veto, comme a dit Madame Sour, que j'étais censée faire le programme BIVSP, j'avais été sélectionnée, mais grâce au Covid, c'est toujours un plaisir, et ben, ça a été annulé. Donc, à la place, j'ai fait un stage veto en clinique de faune sauvage. Et cette année, je compte candidater pour le programme de Cornell, donc, qui est une université aux États-Unis. On verra bien si je suis sélectionnée ou pas. Mais en attendant, j'ai quand même vérifié, j'ai quand même eu des plans A, enfin des plans B, notamment dans un laboratoire de Vienne, en Autriche, qui me fait de l'œil parce qu'il a beaucoup de départements différents sur les comportements des animaux, dont un sur les corvidés. Donc ça serait trop bien. Et je le garde sous le coude, on ne sait jamais. Voilà. Donc dans la diapo suivante, je vais vous présenter quelques-unes de mes manips et qui m'ont franchement plu. Et c'était ça qui m'intéressait, enfin, qui me faisait plaisir dans ces stages, c'était qu'on était en contact direct avec les animaux, donc les poissons, hein, les épinoches que vous voyez sur la droite, bon, on les voit pas très, très bien, mais j'allais les pêcher moi-même avec ma tutrice dans la rivière qui était juste à côté du labo. Et on s'en occupait, on en prenait soin. L'aquarium, donc là, j'ai mis un schéma pour expliquer comment était disposé l'aquarium. Donc, en gros, c'était ça qui me plaisait aussi, c'était que les protocoles, c'est moi qui les ai faits du début à la fin. J'en ai discuté avec mes tuteurs, etc. Mais c'était aussi cette démarche-là de se poser des questions et essayer de trouver le moyen d'y répondre soi-même, avec ses propres méthodes. C'était vraiment ça qui me plaisait bien. Donc là, comme je vous disais, le but était de voir quel type de femelle était préféré par les mâles épinoches. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc un aquarium. Le mâle était au milieu. Et de part et d'autre, j'avais mis deux femelles de type différents. Donc, c'était soit des femelles qui vivaient uniquement dans l'eau douce, soit des femelles qui alternaient entre l'eau douce et l'eau salée. Et elles avaient des morphologies qui étaient vraiment très différentes. C'était assez distinctif. Et l'autre critère que je vérifiais, c'était la taille des femelles, parce qu'il y avait des femelles qui étaient vraiment très grosses et des femelles qui étaient vraiment très petites. Et donc, je mettais deux femelles de types différents de part et d'autre, et je séparais le mâle des femelles avec une vitre transparente qu'on voit sur le côté. Il y avait quand même des petits trous, comme ça, parce que les femelles relâchent certaines molécules qui peuvent être captées par les mâles et donc qui peuvent être aussi des facteurs de préférence. Donc, en gros, les poissons pouvaient se voir, ils pouvaient se sentir, en quelque sorte, mais ils ne pouvaient pas se toucher. Et j'ai laissé au mâle une petite plante en plastique, quelques fils, puisque c'est ce qu'il utilise d'habitude, et comme ça, le mâle pouvait faire son nid. Et ensuite, c'est ça qui m'a intéressée chez les épinoches, c'est que le mâle, en fait, courtise les femelles pour leur montrer son intérêt. Donc, on peut le voir dans la vidéo de la diapositive d'après, si, si elle marche. Oh, trop bien. Donc là, on voit le mâle qui est rouge et qui a fait un petit nid en bas à droite. La femelle, on la voit pas voilà, elle arrive après. Et donc, en fait, on voit que le mâle essaie d'attirer la femelle vers le nid et on va dire, de tasser un peu le nid pour lui montrer, oh, regardez, regarde comme il est trop beau mon nid, pour inciter la femelle à y aller. Et normalement, ce qu'il fait, c'est une petite danse en zigzag aussi qu'on a vu au tout début. Et une fois que la femelle on va dire, accepte d'observer le nid. Donc là, on voit qu'elle s'y met pour pondre. Le mâle continue on va dire, à l'inciter à pondre en lui tapotant un peu le dos. Là, comme ça, des fois, ils sont même violents, ils la mordent. Mais bon, bah, voilà, ça aide la femelle à pondre. Elle pond, le mâle fertilise les œufs et c'est lui qui s'en occupe après pendant tout le développement des poissons. Voilà, ici, c'est papa qui s'occupe de tout.
Et donc voilà, c'était super intéressant de les regarder zigzaguer devant les femelles pour voir lesquelles les intéressaient. Donc c'était les deux critères que je regardais pour voir l'intérêt des mâles pour les femelles. C'était le temps qu'ils passaient proche de la femelle, donc proche de la vitre, et aussi le temps qu'ils passaient à les courtiser et donc à faire leur petite danse en zigzag, là. Euh, voilà, si ça vous intéresse, ce que j'ai trouvé à la fin de mon projet, c'est que euh, les femelles qui étaient préférées, c'était les femelles qui étaient plutôt grosses, indépendamment de si elles étaient plutôt d'eau douce, plutôt d'eau salée. C'était plutôt les grosses femelles qui étaient préférées par les mâles. Et donc, ce qu'on a supposé, c'était que, en fait, ce sont des femelles qui peuvent porter plus d'œufs, tout simplement, et donc qui peuvent mieux assurer, a priori, la survie de l'espèce. Donc, voilà. Dans la diapositive d'après, c'était pour mon stage de M1. Donc là, c'était avec les oiseaux. C'était un des tests de personnalité que je faisais. Ça s'appelle un test d'immobilité tonique. Euh, si vous pouvez, hop, merci, lancer la vidéo. En gros, prendre un oiseau et de le poser sur le dos au fond de la cage et de le bloquer en fait avec les pouces, absolument pas en appuyant comme un bourrin, juste en le bloquant, histoire qu'il accepte de rester sur le dos. On va voir qu'il se débat un petit peu dans la vidéo, donc c'est pour ça que c'est important de le maintenir quand même pendant un certain moment. C'est une position qui est désagréable pour eux, elle n'est pas dangereuse, hein, mais elle est désagréable et donc c'est une position qui, ils vont normalement essayer de s'en défaire. Et donc, on retire après les mains une fois que les oiseaux ont accepté d'être sur le dos et on voit leur réaction. En fait, il y a deux types de réactions. Il y a des oiseaux qui vont se relever assez vite et dans la nature, c'est vu comme une prise de risque puisque quand ils sont sur le dos, c'est un peu comme s'ils faisaient les morts. Et le fait de se relever, ça veut dire qu'ils arrêtent de faire les morts et ils remuent. Donc, ils attirent finalement l'attention du prédateur, même s'ils arrivent à s'enfuir. Donc c'est un type qu'on appelle proactif, puisqu'il cherche, enfin, il réagit, enfin, ah, ils font une action de même pour essayer de s'enfuir. Et un autre type qu'on voit là, c'est qu'il y a des oiseaux qui ne bougent pas et qui se laissent faire les morts en espérant que le prédateur va passer à côté et ne va pas les voir. Mais après, c'est quand même au risque que ben, le prédateur vienne quand même et les croque. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle plutôt un type réactif, où en fait, ils attendent de voir ce qui se passe et ils réagissent selon la situation. Mais dans le doute, ils attendent et ils voient ce qui se passe. Et donc, ce sont voilà, deux types de personnalités. Voilà, à la fin, quand même, on les relève parce on n'est pas des monstres en recherche, on les aime bien, les animaux. Et, euh, et donc, c'est deux types de personnalités. Et ce que j'ai vu à la fin de mon stage, c'était que effectivement, la température d'incubation changeait les personnalités enfin, les traits de personnalité euh, qu'on pouvait retrouver chez les oiseaux. Alors je me souviens plus exactement, mais il me semblait que lorsque la température était plus abaissée, ou en tout cas qu'elle était moins optimale, on va dire, c'était des animaux qui étaient plus réactifs. Donc, c'est-à-dire qui restaient dans l'attente de ce qui se passe et qui essayaient pas de s'enfuir. Voilà. Après, j'ai fait d'autres tests, hein, bien évidemment, pour tester d'autres facettes de leur personnalité. Mais c'est ça aussi qui était super chouette dans ce stage-là. Ces petits oiseaux, je les ai vus grandir, enfin, j'ai vu leurs œufs et puis je les ai vus grandir après et je les ai testés dans plein de facettes de leur développement et bah, c'était assez touchant. Ça devient un peu ses propres bébés en fait. C'était, c'était sympa. Euh, voilà, bon, après, je suis en double cursus ENS veto quand même, donc il y a quand même un petit côté veto. J'ai fait un stage en hôpital faune sauvage vers Montpellier, qui a duré 4 semaines, donc c'est généralement les stages veto, c'est un petit peu plus court. C'était assez varié. Après, c'était majoritairement un travail de soigneuse que je faisais, mais j'ai quand même pu assister à des chirurgies. Là, par contre, là, par exemple, ce qu'on voit, c'est une pose de broche sur un petit duc, un hibou petit duc, qui s'était fait une fracture. C'était super intéressant à observer parce que ben, c'est tout petit.
à manipuler. Des soins aussi, ce qu'on voit au milieu, c'était des bébés écureuils qu'on avait récupérés, dont les parents étaient pas là, et donc on s'est occupé jusqu'à pouvoir les relâcher. Et à droite, justement, des relâchés. Là, ce qu'on voyait, c'était un guêpier. Bon, on ne voit pas très très bien, mais c'était des relâchés de guêpiers. C'est assez émouvant, et c'était très très chouette. En fait, ce centre, il était spécialisé en oiseaux et en rapaces. Ils avaient vraiment beaucoup de rapaces. Et c'est un type d'oiseau qui me plaît beaucoup. Donc, j'ai vraiment bien aimé ce stage. Voilà, le côté veto reste quand même une composante de mon cursus. Sinon, je serais venue à l'école pour rien, quoi. Et pour la suite, donc le parcours classique, c'est de faire la 5e année, qui est une année clinique, et ensuite de partir sur un M2. Moi, ce qui m'intéresse, ce serait de faire un master 2 en biodiversité, écologie, évolution, donc un M2 BEE, et ensuite partir sur une thèse, donc un PhD, une thèse de sciences, éventuellement, normalement, en plus d'une thèse vétérinaire. Et après, plein de possibilités. Donc, pour l'instant, je me ferme pas de porte. Il y a plein de choses qui sont possibles. Déjà, des M2 d'écologie, il y en a plein en France. Celui qui m'intéresse le plus, c'est celui qui est à Saclay. Pas parce qu'il est lié à l'ENS Paris-Saclay, mais surtout parce que c'est celui qui a le plus de cours liés au comportement. Mais il y en a un aussi à Strasbourg qui fait en plus de l'écophysiologie. Donc, j'hésite encore. On verra comment ça se passe. Pareil pour la thèse, dans quel domaine je la fais. Est-ce que je la fais en France? Est-ce que je la fais à l'étranger? Tout est possible. Et pareil pour ensuite, plus tard, dans mon métier de chercheuse, est-ce que je reste en France? Est-ce que je pars à l'étranger? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fondamental, plutôt de la recherche publique. Mais est-ce que je reste en France ou pas? Euh, bah, je me ferme pas de porte, et je verrai comment ça se passe. De toute façon, je pense qu'en recherche, comme il y a pas beaucoup de, pas beaucoup de débouchés, il vaut mieux garder l'esprit ouvert. C'est assez important, je pense. Et surtout être motivé, parce qu'il faut faire un maximum d'expériences différentes pour avoir une idée déjà de ce qu'on veut faire, et puis ensuite pour savoir où on veut aller. Donc, voilà. Je ne me suis pas encore avancée aussi loin dans ma réflexion, et on verra au fil du temps. Je vous remercie de m'avoir écoutée, et du coup, on va passer aux réponses aux questions. Je ne sais pas, est-ce qu'il reste... Merci, Lucie. C'est dit un moment d'arin qui reste sur le dos, c'est toujours. C'est assez impressionnant. On ne pense vraiment pas qu'ils vont rester sur le dos, et puis il y en a vraiment qui resteraient, mais pendant plusieurs minutes. C'est assez surprenant. Incroyable. Donc oui, nous sommes prêtes à répondre à vos questions. J'ai l'impression qu'il y en a pas mal. Merci beaucoup pour cette présentation de vous deux. Donc ouais, j'avais noté des questions au début, je vais peut-être les reprendre. Et après, on va pouvoir suivre les questions au fur et à mesure quand elles arrivent. Donc il y avait des premières questions au départ. Quelqu'un qui demandait, faut-il être obligatoirement vétérinaire pour être chercheur dans le domaine vétérinaire? Non, pas forcément. On peut intégrer des domaines assez vétérinaires sans l'être. Je pense par exemple à plusieurs enseignants-chercheurs de l'école qui ne sont pas vétérinaires de formation, qui sont biologistes ou pharmaciens par exemple, et qui ont intégré des thématiques vétérinaires. Donc on peut tout à fait se retrouver avec une autre formation à travailler avec des vétérinaires et sur des thématiques vétérinaires. La collaboration existe tout à fait. D'accord. Ensuite, on demandait qu'est-ce qui caractérise la recherche clinique par rapport à la recherche en laboratoire, par rapport au tout début de votre présentation? Oui. La recherche clinique vise vraiment
à améliorer la prise en charge médicale des animaux de rente, animaux de compagnie. Donc, c'est l'équivalent de la recherche clinique humaine dont on entend beaucoup parler, là, par exemple, hein, dans le cas de la pandémie actuelle, mais appliquée aux animaux. Donc, c'est évidemment particulièrement intéressant. Simplement, c'est le pan de la recherche le moins développé, on va dire, tout simplement parce que c'est celui qui a le moins de moyens mis à sa disposition. Vous avez sûrement conscience que ce n'est pas facile de trouver des financements de recherche. Ça ne l'est déjà pas quand on cherche des choses vraiment appliquées à l'humain. Donc, quand on cherche pour quelque chose purement appliqué à des animaux, c'est plus difficile. Et on utilise en réalité beaucoup la translation du fondamental acquis sur des animaux de laboratoire vers la médecine humaine. Et ensuite, généralement, pour la médecine vétérinaire, on fait une étape de translation à partir de la médecine humaine, en fait, pour beaucoup. Donc oui, la recherche clinique existe, elle est passionnante, mais il faut garder quand même en tête que c'est la voie la moins développée, on va dire, en recherche. N'hésitez pas à rebondir hein, si je n'ai pas exactement répondu à la question que vous aviez en tête au départ. Hein. Il n'y a pas eu de remarques. Ensuite, donc pour finir sur cet aspect-là, il y avait quelqu'un qui demandait est-ce que c'est possible de pratiquer la médecine vétérinaire pendant plusieurs années? Donc je pense au niveau, enfin, l'aspect clinique, donc du coup de la médecine vraiment, puis ensuite de s'orienter vers la recherche. Oui, c'est possible sur le papier, et puis on croise des exemples régulièrement. Je suis quand même obligée de vous dire que ce n'est pas le plus simple. Hein. Un PhD ou un résidanat, c'est très lourd, c'est un gros investissement de plusieurs années. Donc la logique veut que ce soit plus simple à faire dans la foulée hein, de ces études vétérinaires. Mais c'est tout à fait possible. On a actuellement un enseignant chercheur à l'école qui est en thèse, qui a 45 ans, un petit peu plus, parce qu'il a très longtemps exercé en clinique, en l'occurrence dans le domaine de l'élevage des porcs. Et voilà, là, il est venu à la recherche, à l'enseignement, sur le tard, on va dire. Et bon, c'est tout à fait faisable, il faut être assez exceptionnel du point de vue du courage et de ses capacités d'engagement. D'accord, merci. Et enfin, une dernière question sur ça, et après, je crois que c'est des questions sur le parcours de Lucie. Quelqu'un demandait la différence entre l'INRAE et l'ANSES. Alors, l'INRAE, c'est vraiment un institut de recherche, un institut national de recherche en agronomie et en environnement. C'était l'INRA qui est devenu INRAE il y a quelques années. Donc c'est vraiment un institut de recherche largement appliqué, à finaliser hein, dans l'amélioration des pratiques agronomiques. Il y a aussi de la recherche fondamentale, mais on va dire que l'Institut a quand même une visée appliquée globalement. L'ANSES, c'est une agence nationale d'expertise, expertise de la santé au travail et de la santé de l'environnement. Donc ce sont avant tout, il y a de la recherche en propre, mais c'est avant tout une agence d'expertise qui va être sollicitée pour donner un avis sur une thématique particulière pour laquelle on pense qu'il y a peut-être un risque pour la santé humaine ou pour la santé animale ou pour la santé de l'environnement. Et on demande aux experts de l'ANSES de plancher, de rendre un rapport. Et donc, vous voyez certainement passer de temps en temps un avis de l'ANSES qui a conclu à la dangerosité ou pas de tel ou tel élément dans notre vie quotidienne. Donc, c'est avant tout une agence d'expertise. C'est un tout petit peu différent. C'est moins orienté recherche, on va dire. D'accord, merci. Alors, je crois qu'il y avait il y a deux questions qui sont arrivées en fait finalement. D'accord. Et je crois qu'au tout début, il y avait une question sur le faible pourcentage de débouchés en recherche, pour voir si c'est dû à une faible réussite ou à une petite proportion qui s'y intéresse. C'est avant tout lié pour les vétos, au fait qu'on est assez peu à vouloir faire de la recherche, vraiment avant tout. Généralement, les vétos
réussissent bien quand ils s'engagent en recherche. On a déjà vraiment une formation de très haut niveau qui est vraiment adaptée. Donc c'est plutôt dans ce sens-là, le faible pourcentage pour les vétos. Ok, merci. Mais du coup, il y a d'autres questions sur ça qui sont arrivées. Il y a Marion qui demande quel est le salaire moyen. Le salaire moyen en recherche. Alors actuellement, le salaire en PhD est en train d'être valorisé. Là, actuellement, il doit être autour de 1 400 €, je dirais, et il va remonter un petit peu dans les années qui viennent. Ensuite, en tant qu'enseignant-chercheur, on démarre pas très haut, hein, on démarre à 1 800, je crois, quelque chose comme ça, et on grimpe pas spécialement vite. Et on n'atterrit jamais très haut. Donc, c'est clair que il faut pas avoir une forte motivation pour l'argent. Ça, c'est absolument évident, hein. Ce sont toujours des salaires inférieurs en moyenne, hein, on peut toujours trouver des cas particuliers, mais inférieurs en moyenne à la pratique libérale, hein, à la pratique clinique. Ça, c'est certain. Mais voilà, ça permet tout à fait de vivre, hein. Est-ce que vous voulez continuer sur les questions générales sur le métier en recherche ou est-ce qu'on prend les questions au début qui étaient plus sur le parcours de Lucie? Oui, on prend quelques questions sur le concours E. Alors, oui, il y avait la question pendant la présentation. Est-ce que le concours E est plus facile d'accès par rapport aux autres voies, donc par rapport à la voie C ou la voie A, et cetera? Et donc du coup après, elle reposait la question: «Pouvons-nous pas» enfin pardon, elle reposait la question de quand, pouvons-nous passer le concours E? Donc au cours des études, et cetera. Alors, plus facile d'accès, en gros, c'est un peu traître. Ce qui est dur dans le concours E, c'est pas de passer le concours E, c'est de passer le concours ENS. C'est un concours qui est vraiment pas évident. C'est pas du tout la même chose que par rapport aux autres concours de prépa. C'est une attente qui est totalement différente. Donc, je dirais pas que c'est le plus facile d'accès. Comparé aux autres concours. Disons qu'une fois qu'on est dans l'ENS, oui, bien sûr, avoir le concours E, c'est une formalité, mais disons qu'il faut avoir l'ENS avant et c'est pas le plus facile. Et donc, du coup, pour passer le concours E, il faut forcément être en première année à l'ENS et c'est à ce moment-là qu'on le passe, c'est pendant notre première année, pendant notre L3, en fait. Et il faut bien saisir qu'en fait, au moment où on réussit le NS, il faut en même temps réussir le concours A, Oui, il faut être hein. sur liste principale, c'est ça. Il faut être sur liste principale dans le concours veto. Donc, pour répondre à la question, et la modestie de Lucie doit l'empêcher de le dire, non, concrètement, c'est vraiment le plus dur, parce qu'il faut à la fois réussir le NS et le concours A. Donc, on est dans la voie la plus difficile. Et petite question de précision, c'est possible entre toutes les ENS et toutes les écoles veto? Non, c'est vrai que j'ai oublié de préciser ça. Les deux seuls ENS qui participent, qui sont partenaires ou je sais pas trop, qui participent à ce double cursus, c'est l'ENS Paris-Saclay et l'ENS de Lyon. Ulm et bon, Rennes, de toute façon, on n'y a pas accès en tant que bio, mais Ulm ne participe pas à ce double cursus-là. Et pareil pour les écoles veto, si je ne me trompe pas, il n'y a que Alfort et Lyon qui participent à ce double cursus. Après, j'anticipe peut-être des questions qui vont venir après, mais ce n'est pas parce qu'on vient de Paris-Saclay qu'on va forcément à Alfort. Et ce n'est pas parce qu'on est de l'ENS de Lyon qu'on va forcément à l'ENV Lyon. C'est à nous de choisir. Alors généralement, c'est ce qui est préféré parce que, en fait, c'est pas très loin de chez nous, et de là où on s'est installé, de nos potes, tout ça. Mais ça s'est déjà vu des croisements et bah, Plotine qui vient de l'ENS de Lyon. Donc voilà. Ok, merci. Et du coup, je vais remonter dans les questions. Il y avait Alice qui demandait quel était le centre de faune sauvage spécialisé dans les oiseaux et les rapaces de ton stage? C'était le centre Goupil Connexion. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais c'est le centre Goupil Connexion à Ganges, plus exactement. C'est pas très loin de Montpellier, mais c'est à Ganges. Et ça s'appelle HFS Goupil Connexion. Voilà.
Ensuite, question suivante. C'est Léa qui demandait, quand vous parlez des années de césure, est-ce que vous avez quand même cours à l'ENS ou est-ce que vous avez seulement cours en école vétérinaire? Non, du coup, parce qu'en plus j'ai vu la question juste après, est-ce que c'est pas dur de suivre 2 cursus en même temps? Non, non, quand, je suis à l'ENS, j'ai les cours de l'ENS et quand je suis à Veto, j'ai uniquement les cours de Veto. La seule exception, c'est la première année de Veto que je saute en quelque sorte, donc comme je disais, où là, en fait, je ne passe pas les examens, mais j'ai accès aux cours et donc je suis censée les rattraper et ils sont considérés comme acquis quand j'arrive en 2e année, mais techniquement, je ne suis pas ces cours. C'est juste moi qui me débrouille pour les rattraper, enfin, en général, ça se fait pendant l'été parce que pendant l'année, on n'y pense pas trop et c'est voilà, non, non, quand je suis dans une école, je ne fais que les cours, de cette école. Alors après, enfin, du coup, pour la question après, est-ce que c'est pas beaucoup de boulot? Rattraper les cours de la première année en 2 mois, c'est quand même beaucoup de boulot, hein, on va pas se mentir, l'anatomie, c'est très, très dur à apprendre comme ça de son côté avec juste, les cours et les cours, et les diapos qu'on trouve, qui sont fournis. Mais ça se fait. Voilà, pour l'instant, ça va, on va dire. Et du coup, il y a une des dernières questions qui est très d'actualité du coup, c'est, si on a tenté le concours post-bac pour entrer en école véto, est-ce que c'est possible du coup de refaire après un double cursus ENS-ENV si on passe par la prépa? Ah, donc on passe le concours post-bac, on ne l'a pas. On part en prépa. Là, on réussit concours A et concours ENS. Lucie, si je ne me trompe pas, on ne peut pas intégrer l'ENS et passer pour la 3e fois. Du coup, le concours E, hein. Non, non, ça, le concours E, on peut le passer qu'une fois, l'ENS aussi, mais après, c'est surtout Est-ce le que côté ça post-bac. compte? Est-ce que c'est considéré comme un concours veto? Le concours post-bac, oui, ça fait déjà Ah! un passage. Du coup, dans ce cas, non, ça doit pas être possible parce que, Non, non, non. en gros, c'est autorisé de ne passer, c'est le concours veto qui bloque parce qu'on peut le passer que 2 fois, en gros. Et Heu, là, avec ce cursus E, ce qui est un petit peu particulier, hein, c'est qu'on doit réussir le concours A, mais partir à l'ENS et repasser le concours veto, donc mmh, le E, quand on est à l'ENS. Donc je vérifierai auprès de mes collègues, mais je pense que non. Donc ça mmh. veut dire que dans ce cas-là, si on a le concours A et l'ENS, il faut vraiment faire un choix à ce moment-là, de se décider, se dire, voilà, je fais veto ou je fais l'ENS. Mmh. Quand on soit bien d'accord, hein, ensemble, hein, Lucie est dans cette voie E voilà, est vraiment une voie royale, on va dire, pour faire de la recherche en même temps que des études vétérinaires. Mais encore une fois, on peut parfaitement faire veto en n'ayant fait que veto, hein, et en embrayant ensuite sur la recherche, hein. Ensuite, si ça vous dérange pas, on va peut-être remonter du coup dans les questions avec Maëva qui demandait: «Pour commencer une thèse, devons-nous nous joindre à des recherches déjà commencées ou est-ce qu'on peut démarrer de zéro?» Il y a tous les cas de figure possibles. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut rejoindre une équipe bien solide, avec une capacité d'encadrement, avec des financements, bref, tout ce qu'il faut pour que le projet puisse se faire. Après, il y a des cas de figure où on rejoint un projet qui est déjà à maturité et on va vraiment participer à sa finalisation. Et puis, il y a des projets où l'on part vraiment de zéro. Et puis, des fois, il faut avoir un plan B au cas où le plan A ne marche pas. Donc là, il y a vraiment tous les cas de figure, hein, et c'est pareil pour les stages. Il y en a où on nous demande vraiment de lancer quelque chose, de démarrer quelque chose. C'était ton cas d'ailleurs, hein, sur les diamants mandarins, hein, Oui. Lucie, si mes souvenirs sont bons, où tu as vraiment une part très active pour déterminer le sujet. Et puis des fois où vraiment on est en accompagnement d'un projet qui est déjà vraiment sur les rails et on participe à son déroulement. Donc il y a tous les cas de figure possibles. D'accord, et ensuite, il y a plusieurs questions qui sont autour du PhD. Donc, peut-être, parce que du coup, il y avait des questions sur savoir si on peut, le passer, ensuite exercer en médecine, ensuite s'orienter dans la recherche et cetera. Donc peut-être faire un petit topo sur Oui. quand est-ce qu'on fait, quand est-ce que c'est nécessaire?
Oui, le plus simple et donc ce qui est le plus souvent fait, c'est vraiment d'enchaîner après ses études vétérinaires sur un M2 et puis un PhD, donc la thèse d'université. Mais comme je vous l'ai dit, les autres scénarios sont possibles aussi, hein. Il y a des cas, personnes vraiment particulièrement courageuses, hein, parce que c'est un engagement vraiment très fort, hein, le PhD, mais qui partent d'abord en clinique et puis qui reviennent plusieurs années après, ou qui réalisent un résidanat et qui enchaînent ensuite sur un PhD ou l'inverse. Et donc, il y a pas de limite d'âge, il n'y a pas il y a pas d'impossibilité formelle. C'est plus que enfin, le plus simple pour cette voie difficile, c'est d'enchaîner après les études. Mais tous les cas de figure sont possibles. Tous les cas de figure sont possibles. Et puis, il y a des gens qui s'engagent en PhD, puis finalement, qui décident à la fin du PhD de retourner en clinique, hein. Ça se voit aussi. J'ai un exemple en tête. Voilà, il n'y a pas de, il y a pas de barrière. Il y a juste des choix plus difficiles que d'autres, mais il n'y a aucune barrière. Ok, d'accord. Et enfin, la dernière question que je vois, peut-être qu'il y en aura d'autres après, c'est quel type de sujet en coopération avec l'INSERM? Eh bien, dans notre cas, par exemple, notre équipe de recherche qui est dédiée au système neuromusculaire, on a comme tutelle l'école vétérinaire, mais on a également l'INSERM comme tutelle. Et il y a des projets de recherche à l'intérieur de notre grande équipe, hein, on est une centaine dans notre grande équipe. Il y a des projets de recherche qui sont vraiment très médicaux. Alors, ils sont essentiellement portés par des neurologues humains, hein, pour les appliquer à des patients humains. Mais il y a des sujets également plus fondamentaux. Je pense à une autre équipe de l'école qui est aussi accréditée par l'INSERM et qui est dans le domaine de la pharmacologie cardiaque, qui cherche des nouvelles thérapeutiques pour les situations de défaillance cardiaque. Donc, qui travaille à la fois sur des modèles animaux et puis vraiment dans la translation pour les patients humains. Voilà, ça c'est une thématique typiquement très orientée translation vers la médecine humaine. Merci. Ensuite, il y a Maëva qui vient de mettre une question. Où peut-on trouver une liste des recherches vétérinaires actuellement en cours? Est-ce que c'est Alors possible? pour la France ou le monde, là je vais pas avoir de liste à vous proposer. Par contre, vous pouvez aller voir sur les sites des grandes universités vétérinaires américaines, par exemple, ou les écoles vétérinaires françaises, et il y a toujours une section recherche. Donc par exemple sur le site d'Alfort, hein, donc vet-alfort.fr, vous verrez la page de l'école d'Alfort. Il y a une section recherche, et là vous retrouverez les différents pôles de recherche, les différentes équipes, les différentes thématiques qui sont abordées. Donc, quand les étudiants veulent faire un stage à l'école, c'est sur ce site que je les oriente en leur disant, explorez ça et regardez ce qui vous branche, ce qui vous parle le plus. Est-ce que ce sont les maladies vectorielles amenées par l'éthique? Est-ce que c'est la dynamique de la locomotion équine? Est-ce que c'est justement des modèles animaux de fonction cardiaque, etc. Un site très riche, il y a vraiment de quoi voir. Ensuite, il y a Manon qui continue, qui vous demande à quoi ressemble la journée type d'un vétérinaire dans la recherche. Alors ça c'est vraiment une très bonne question, parce que je crois qu'il n'y a vraiment pas de journée type. Euh, alors, il va y avoir un peu de tout. Si on a une activité auprès des animaux en tant que vétérinaire désigné, eh bien, on va passer un peu de temps dans la structure avec les animaux pour voir comment vont les animaux, réaliser quelques soins s'il y a besoin, aider sur un protocole d'analgésie, par exemple. Et puis ensuite, on va enchaîner sur une réunion de recherche ou assister à un séminaire de recherche. On va passer du temps dans l'encadrement de ses doctorants. Si on est enseignant, eh bien, on va aller donner une heure de cours au milieu de tout ça. Et puis, on va passer du temps à faire de la bibliographie, regarder les nouveautés qui viennent de sortir sur notre thématique. On va peut-être contacter des collaborateurs pour mettre en place une nouvelle manip ou trouver un autre financement. Et puis, on va rédiger
rédiger une partie de ces résultats pour les soumettre sous forme d'articles. Voilà un peu à quoi ça peut ressembler. Une journée, une semaine, un mois où on va mixer toutes ces activités. Globalement, on se déplace pas mal en tant que chercheur. On va rencontrer des collaborateurs, on va participer à des jurys de thèse, on va faire venir des collaborateurs pour les mêmes raisons, on va aller en congrès. Alors tout ça, c'est beaucoup fait en distanciel et se fait encore en partie en distanciel en ce moment, mais on bouge quand même beaucoup en France et puis dans le monde en tant que chercheur. Ça, c'est un côté sympa. Merci beaucoup pour tous ces éléments de réponse. Il y a une dernière question. Pour ceux qui passent les concours cette année, il me semble que nous pouvons passer veto 3 fois, oui, parce qu'il y a le post-bac. Donc, est-ce qu'il serait possible de retenter en 5 demi, oula, c'est compliqué, ENS et veto, si nous n'avons pas obtenu l'un des deux en 3 demi, et passer le concours E ensuite? D'accord, donc il semble que vous puissiez passer 3 fois, d'accord. Mais Lucie, ce que tu indiquais, c'est que le concours E, il faut avoir intégré en 3,5. Il me semble bien, ouais, que... Alors après, peut-être que du coup, ça va changer avec le concours post-bac. Mais normalement, ouais, il faut avoir eu les deux du premier coup en 3,5. Je sais Là, pas. sur ces questions vraiment spécifiques de concours, en plus, hein, on est dans une période de transition, ça vaut vraiment le coup que vous posiez la question au secrétariat des concours, hein, pour être sûr des modalités. Mais effectivement, c'est pas forcément acquis. Ensuite, on a une question qui nous dit: «Bonjour, je suis en master 2 biothérapie et j'ai suivi un parcours de biologie. Puis-je basculer dans la recherche vétérinaire ou bien je dois passer un concours vétérinaire? Surtout, est-on obligé de faire le PhD pour accéder à la recherche?» Alors, Merci. à partir d'un Master 2, il y a un concours particulier pour intégrer les écoles vétérinaires. C'est via le concours D. Concours D, une place par école et par an. Il faut avoir au minimum le niveau Master 2 si mes souvenirs sont bons. Donc autant dire que c'est une voie extrêmement sélective, mais bon, il n'y a pas non plus des centaines de personnes qui se présentent sur cette voie-là. Donc ça, je dirais, la voie D, c'est vraiment si l'on veut faire veto. Là, en ayant déjà un Master 2, donc en étant déjà très engagé en recherche, il y a effectivement moyen d'intégrer une thématique de recherche vétérinaire, peut-être directement, simplement, entre guillemets, avec un PhD. Donc là, il faut vraiment voir si l'on souhaite vraiment repartir pour 5 ans d'études vétérinaires, puis enchaîner sur un PhD, hein, ou si on veut enchaîner sur un PhD sur une thématique qui nous permet d'être dans une thématique assez proche des animaux, on va dire. Et faire un PhD pour être en recherche, c'est si l'on veut accéder au niveau ingénieur de recherche, chercheur, enseignant-chercheur. Après, on peut travailler dans la recherche sans être à ces niveaux-là, en restant par exemple ingénieur d'études ou technicien ou assistant ingénieur. Ce sont d'autres postes dans la recherche qui sont tout à fait... qui permettent vraiment de travailler au quotidien en recherche. Donc ça dépend vraiment du niveau que l'on souhaite intégrer. Et ensuite, on a une autre question. Quels sont les horaires classiques d'un chercheur? Donc en lien avec la journée type. Alors, ça dépend si on a des enfants ou pas d'enfants. Je dirais que c'est le facteur principal, mais comme un peu dans tous les métiers, hein. Quand on a des enfants, forcément, ce sont eux qui imposent les horaires en grande partie. Sinon, eh bien, le contrat type, il est évidemment aux 35 heures, mais il faut être réaliste, hein. Pendant le PhD, notamment, c'est rare d'être 35 heures, surtout en biologie où on a vraiment beaucoup de contraintes dès qu'on travaille sur de l'in vitro ou de l'in vivo. Donc on va dire souvent des assez gros horaires. Mais le contrat est évidemment à 35 heures. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions. Merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a d'autres questions pour les autres participants? Non. Et sinon, on va pouvoir vous remercier chaleureusement. J'avais vu passer une question sur pourquoi Alfort. Ah oui. Mais je pense Enfin, que tu déjà un peu répondu, mais oui, vas-y. oui, c'est ça. Enfin, ouais, du coup, je vais y répondre rapidement. Enfin, perso, c'était vraiment juste une question de proximité. C'est vrai que j'avais mes amis pas loin. Et après, c'est vrai que j'avais entendu qu'en comportement, c'était une école qui était assez intéressante par rapport aux autres. C'est vrai que ça a aussi pas mal influencé mon choix. Voilà. Parce que chaque école a un peu ses spécificités, en fait. Donc, ça peut être aussi intéressant de le prendre en compte au moment de choisir son école. Super, merci. Mais je crois que c'est bon, là. Eh bien, un grand merci Et ben, merci pour, à vous surtout de pour nous toutes avoir ces présenté questions. ça. Et Merci. merci à tous les participants aussi. Du coup, le replay, il sera disponible à partir de lundi sur le site si jamais vous voulez revoir la conférence. Et voilà, je vous invite à passer aux activités suivantes. Il y a les face-à-face du coup dans 5 minutes qui commencent. Et sinon, le créneau de 17h qui commence pas dans 1 heure. Voilà, merci encore à vous deux pour la présentation, c'était génial. Et merci Romane pour Merci l'organisation à du toi, Roman. forum. Au revoir. Bonne chance à Au tous pour vos revoir. parcours. Bonne fin de soirée.